collègue, c'est Daniel. C'est Daniel Lerner, Ouais, voilà, ouais. qui n'est pas là ce soir, mais qui a bien été en contact avec Sandra Barthélémy. C'est elle plus que vous qui avez. Nous deux, on va dire, mais elle gère le secteur documentaire, la médiathèque. Donc elle est directement impliquée avec moi sur l'idée. Super. Voilà. Vous voulez que je dise. Allez-y. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Donc notre deuxième cours dans le cadre du cycle avec la maison d'édition Agone. Et donc ce soir, on est très content d'accueillir Monsieur Thierry Discepolo, voilà, qui va nous parler de son livre La trahison des éditeurs. Je vous laisse la parole. Attends une seconde. Est-ce que normalement j'ai une voix qui porte plutôt bien? D'accord. Non, en fait ça marche pas jusqu'à là-bas. Non, hein. Ok. J'ai jamais eu droit à un aussi magnifique avec des sièges rouges, du chêne partout, voilà, donc et un micro. Donc là en revanche ça fonctionne, vous m'entendez bien? Ok. On va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas vraiment un cours magistral, si vous voulez bien que je sois en chair et que les chaises soient rouges. Donc je vais vous demander de prendre la liberté, de la prendre vraiment, de m'interrompre aussi souvent que ça vous semblera nécessaire, d'accord. Alors de temps en temps, éventuellement, ça me fera perdre le fil, mais c'est pas très grave. Je ne suis pas du tout, évidemment, un conférencier professionnel, je suis seulement au titre de directeur éditorial de la maison édition Agone, d'accord, donc je vous dirai deux mots quand même pour commencer. Et j'ai déjà fait cette présentation déjà peut-être une vingtaine de fois déjà, donc au bout d'un moment, en fait, on finit par tourner un petit peu en rond, donc j'ai un certain nombre de modules qui sont relativement homogènes. Donc vous inquiétez pas, ces modules, je passe de l'un à l'autre, selon à la fois parfois le fil de l'actualité ou les interventions des uns et des autres dans la salle. Donc vous ne vous gênez pas, ça sera d'abord un peu plus vivant, d'accord, et puis je m'ennuierai le moins possible en répétant une chose que je commence à avoir répétée un certain nombre de fois. Donc la maison d'édition Agone qui est installée à Marseille, donc vous avez déjà vu celles et ceux qui sont venus la semaine dernière, deux auteurs, et qui, pour celles et ceux qui reviendront, en auront droit à quelques autres à la suite, est une maison d'édition qui est plutôt spécialisée, disons, en sciences sociales et humaines, mais c'est une maison d'édition qui est en même temps généraliste, donc il y a aussi de la littérature, il y a de la philo, il y a des essais, des documents, voilà. Le livre, donc La trahison des éditeurs, que j'ai écrit, qui est paru à l'automne dernier, et dans la collection qui est la collection d'origine de la maison d'édition, qui s'appelle Contrefeu. C'est une collection qui est plutôt de textes engagés, souvent pamphlétaires, mais sur une ligne qui avait été rendue relativement visible par Pierre Bourdieu sous le thème la formule était britannique, Scholarship with Commitment, c'est-à-dire le savoir engagé. Ça veut dire que dans une grande partie des propos qui sont au cœur des essais de la collection de la maison d'édition sont en général ancrés dans une ou deux disciplines universitaires, mais dans l'idée que le savoir qui est sorti de ces disciplines a une finalité qui est une finalité sociale, politique, une finalité en termes de changement du monde dans lequel on vit. Alors, l'essai en question et donc la trahison des éditeurs est mixte vraiment au sens où il puise autant que possible dans un savoir qui a été relativement ce qu'on appelle un savoir positif, c'est-à-dire ancré sur des données avec pas mal d'enquêtes, avec un retour historique, mais en revanche le ton, lui, il est plutôt franchement et clairement assez pamphlétaire. Donc l'auteur parfois, lors de ces présentations, peut se laisser aller à certaines provocations. Pas forcément toujours de bon goût, okay, mais j'espère que les unes et les autres jugeront que parfois, même si c'est de mauvais goût, ça n'est pas méchant. Au sens où même si je respecte assez peu la plus grande partie des confrères dont je parle beaucoup dans ce livre, je considère que les attaques qui sont ce qu'on appelle les attaques ad hominem, c'est-à-dire des attaques à la personne de l'ensemble des éditeurs dont je vais parler,
Ça n'est pas parce que je les connais, en fait j'ai la chance de n'en connaître aucun, j'ai la chance et le plaisir de ne connaître aucun des confrères dont je parle, mais j'en parle en termes de la fonction et le rôle social qu'ils ont. Et comme ce sont des gens qui ont eu, on va dire, la bonne habitude, d'un certain point de vue, la mauvaise de notre point de vue, de parler beaucoup en public, de beaucoup se montrer en public, de beaucoup parler d'eux en public, en fait souvent, eh bien, c'est les raisons pour lesquelles je parle d'eux. Parce qu'ils ont commencé par parler d'eux, enfin, ils ont commencé eux-mêmes par parler d'eux. La difficulté de ce type de livre, c'est qu'elle est fondée sur une analyse et une connaissance assez précise du milieu, en l'occurrence le milieu de l'édition, le monde de l'édition. Donc parfois, je risque de faire confiance à votre connaissance du monde éditorial, peut-être un peu trop, donc c'est pour ça que j'ai dit vous n'hésitez pas à m'arrêter. Peut-être parfois les noms, les titres, les noms de maison, les noms de genre, ils se succéder un petit peu vite. Vous n'hésitez pas à m'arrêter, je recommence. Le travail de base de ce livre a été de mettre à jour ce qui est pour moi un problème fondamental sur le domaine que je connais le mieux, c'est-à-dire le monde de l'édition, mais qui est un problème extrêmement général. Le dernier livre sur lequel je suis en train de travailler, qui est un livre qui s'appelle La bio entre business et projet de société, qui est donc consacré essentiellement à l'agriculture biologique, en fait, pourrait s'appeler la trahison des agriculteurs, ou la trahison de l'agro-business, ou la trahison de l'agriculture biologique telle qu'elle est pratiquée par certains des agriculteurs. Et en fait, c'est le même modèle. Donc, ce que j'aimerais, c'est que quand je parle d'édition, comme aujourd'hui, je disais, donc je préparais ce livre sur la bio, en fait, vous l'entendiez comme exactement le domaine qui est votre domaine à vous, celui que vous connaissez. Et que le modèle général dont je parle est un modèle qui s'applique en fait à tout domaine de production. Alors évidemment de manière plus efficace dans un domaine de production plus efficace, donc plus proche du modèle que je développe quand le modèle est plutôt culturel, mais je vous assure que j'ai été étonnamment surpris de découvrir que c'était la même chose qui se passait quand on parlait d'agriculture biologique. Donc, le premier constat que j'ai fait est que peut-être que l'ensemble du monde de l'édition, dans lequel petit à petit, au fil des années, quand je faisais ce métier, je l'observais, était du moins pour la frange des acteurs les plus visibles, présenter une image du monde, une image de leur métier et une pratique de leur métier qui était non seulement pas du tout la mienne, mais peut-être même le contraire de la mienne, en fait. Au sens où les raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier, et je continue à le faire, sont franchement liées à une sorte de vision du monde dans lequel le livre a une fonction. Cette fonction, elle est en général plutôt rattachée à la période où on a considéré qu'un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre d'auteurs, en l'occurrence les auteurs dits les philosophes du XVIIIe siècle, étaient responsables de la Révolution, si ce n'est directement, du moins de la préparation des esprits à ce qui a été ensuite la Révolution française, puis ensuite la préparation des esprits à ce qui a été la République et la démocratie. Donc une sorte de mission, on va dire, presque sacrée, attachée au livre et à la diffusion des idées. Donc quand on regarde le monde des livres, depuis les livres, on est quoi vraiment satisfait. Il y a de tout, tous les livres sont disponibles, les éditeurs font des livres extrêmement différents, il y en a pour tous les goûts. En revanche, quand on regarde le monde, pas seulement depuis le monde des livres, on est bien obligé de constater que les choses ne vont pas aussi bien. Ou du moins, je fais partie des gens qui considèrent que les choses ne vont pas aussi bien. Donc, peut-être que les livres par eux-mêmes, les idées qui sont diffusées par les livres, peut-être ne suffisent pas. Peut-être qu'il faut regarder autre chose. Si les raisons pour lesquelles la diffusion en masse et un grand nombre des livres ne marche pas si bien, ça ne transforme pas si efficacement le monde dans le sens qu'on aimerait qu'il soit transformé, peut-être parce que c'est la manière de faire ces livres qui ne marche pas si bien. Donc je me suis intéressé, et ça tombe bien, c'est à peu près le seul sujet que je connais bien, à la manière de faire les livres. Et j'ai commencé par un certain nombre de constats, disons. Le premier constat, c'est la question de l'indépendance éditoriale. Le monde du livre et de l'édition disons, a commencé à être structuré autour des débats sur ce thème, l'indépendance éditoriale. Ce thème-là serait... il est devenu important au tournant des années 2000, et pas à n'importe quel moment, il est devenu important au moment où... alors, on va commencer à rentrer dans les détails. Donc, alors, je risque d'aller trop vite, vous m'arrêtez, ok ? Au tournant des années 2000,
un groupe éditorial majeur, en l'occurrence Universal Publishing, c'est-à-dire Vivendi Universal Publishing, c'est-à-dire la partie du groupe médiatique et éditorial qui appartenait à Vivendi sous la férule de Jean-Marie Messier. Au moment où Messier explose en vol, il n'y a pas d'autre mot, il laisse sur le carreau en fait le deuxième plus grand groupe éditorial français, qui est lui-même issu de la concentration progressive derrière une marque qui s'appelait à l'origine le groupe de la Cité, puis Presse de la Cité, puis ensuite Havas Presse de la Cité. Ce grand groupe, c'est en passant par les États-Unis, c'est-à-dire en rachetant y compris les maisons d'édition américaines qu'il explose, mais la partie française, quand le groupe dépose son bilan, est à racheter. Et quand on dit qu'elle est rachetée, il faut imaginer, et ça c'est extrêmement difficile à voir, que du jour au lendemain, exactement comme les gens normaux, j'imagine comme vous et moi, quand on va vendre quelque chose, par exemple, on va dans un vide-grenier, on vend quelque chose, on pose un objet. On décide de vendre cet objet dont on ne veut plus. On va le vendre entre 50 centimes et 3 euros. Okay. Là, c'est exactement la même chose, sauf que ça chiffre en millions d'euros. Mais c'est pareil, c'est exactement pareil ce qui se passe. Et que derrière cet objet de quelques millions d'euros, il y a des structures, des emplois, des locaux, énormément de gens, énormément de pratiques. Donc, du jour au lendemain, cette chose-là est à vendre. Évidemment, tout le monde ne peut pas postuler. La première chose qui se passe, et que je découvre, c'est qui peut postuler, comment on postule. Alors, le fait est que le monde de l'édition est tendu par, on va dire, ne peut pas se passer du rôle de l'État. Le rôle de l'État dans le monde de l'édition a deux facettes. Une des deux facettes, c'est le maintien d'un écosystème de petits éditeurs indépendants, au moyen de subventions, etc. Et l'autre facette, qui est la facette la moins visible, parce que la première est plutôt en général mise en avant, c'est le soutien des principaux mécanismes de concentration de l'édition du monde éditorial. En l'occurrence, quand Vivendi Universal Publishing doit vendre son secteur éditorial, il y a une personne qui décide à qui ça sera vendu, et cette personne, c'est le président de la République française. Je sais très bien que ça semble énorme quand je dis ça, mais je vous assure, c'est un fait, et ça n'est pas la première fois. Le groupe Hachette, qui est le groupe qui va pouvoir acheter la part éditoriale d'Universal Publishing à ce moment-là, a déjà, 20 ans plus tôt, été constitué comme groupe majeur de l'édition française par un rachat qui a été décidé par le président de la République de l'époque. À l'époque, c'était Giscard d'Estaing. Donc 20 ans plus tard, il se passe la même chose. Le groupe est racheté par Hachette. À ce moment-là, le problème qui se pose, c'est que Hachette non seulement était le plus grand groupe éditorial, mais il vient de racheter le deuxième plus grand groupe éditorial. Donc il devient une sorte de groupe qui va aller de 60 à 100% d'occupation d'un secteur selon les sujets. 80% de l'édition scolaire, d'accord, 60% de la diffusion en France, etc. Donc, ce problème-là, on pourra entrer dans les détails si vous voulez, met en avant le danger que fait peser la constitution du plus grand groupe français, rachetant le deuxième plus grand groupe français, à l'ensemble de l'édition française. Donc, on met en avant le fait qu'il existerait une sorte de rempart, et ce rempart, ça serait l'édition indépendante, les grands éditeurs indépendants. Les premiers grands éditeurs indépendants qui se retrouvent évidemment mobilisés sont les noms que vous connaissez tout de suite, qui sont Gallimard, Le Seuil, un peu moins, vous connaissez sans doute, mais un petit peu quand même, Odile Jacob, et La Martinière. La Martinière, avant qu'il rachète Le Seuil. Alors, délibérément, je vous brosse un petit portrait qui est le cadre global en face duquel, ensuite, je vais essayer de poser des contre-modèles. Ces quatre éditeurs montent au créneau, soutenus par une partie des administrations du monde de la culture en France, et vont plaider au niveau européen, on va dire, l'interdiction de création de ce super grand groupe. Le résultat, entre guillemets, il va fonctionner, c'est-à-dire que Hachette va devoir revendre une partie du groupe, pas tout, il va devoir le revendre à la suite d'une décision de la Cour européenne de justice, et il va le revendre à qui? Et une fois de plus, se pose le même problème, qui va pouvoir acheter? Alors en fait, ces grands groupes indépendants, ce qu'on dit en général assez peu, c'est qu'ils ne sont pas seulement montés pour éviter qu'un grand groupe devienne un super grand groupe, ils sont aussi montés pour pouvoir racheter une partie du morceau.
Ce qui commence à poser un premier problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un indépendant qui va se battre pour l'indépendance et qui va immédiatement, en vérité, essayer de devenir un petit peu plus gros lui-même. Bref, de toute façon, c'est pas comme ça que ça se passe. La décision qui est prise, c'est une fois de plus le président de la République qui la décide. C'est-à-dire, en fait, ça va être le baron Sellière, qui est à l'époque patron des patrons français et qui est gestionnaire d'un groupe d'investissement qui s'appelle Wendel, qui va avoir le droit d'acheter le deuxième grand groupe français. Deuxième grand groupe français qui va appeler Editis. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est... on ne va pas rentrer dans les détails, c'est trop long. Alors, excusez-moi, de temps en temps, je me laisse aller sur un fil et je reviens en arrière. Donc, vous inquiétez pas. Si vous êtes frustré, si vous voulez, le fil que vous demandez, je me soumets à vos curiosités successives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État français permet une cessation de groupe, mais cessation de groupe sans qu'il n'y ait aucun effet sur la taille des structures qui sont données. Non seulement ça n'a aucun effet, mais même à la limite, ça va plutôt accélérer l'effet. Parce en permettant à un grand groupe, qui est un fonds d'investissement, de racheter Editis, à l'époque ça s'appelait pas Editis, mais qui va s'appeler Editis quand ça se constitue comme groupe dont le baron Sellière est propriétaire, en fait, la première chose qu'il fait, c'est racheter d'autres maisons. Dans les 4 ans pendant lesquels le groupe Editis va être constitué, il va racheter 11 maisons d'édition. D'accord? Non. Voilà, je vais continuer une dernière fois à vous donner le type de procédure globale en face desquelles on se trouve. Anecdote qui est délicieuse, au moment où les 4 grands éditeurs indépendants montent à Bruxelles pour interdire la constitution de ce super grand groupe Hachette, avec le succès qu'on connaît, qui peut sembler être un succès, mais qui pour moi n'en est pas un, c'est-à-dire c'est un groupe qui est à nouveau un groupe hégémonique qui va à nouveau grossir. Ces patrons, c'est comme ça que ça s'appelle, de maisons, qui font ces allers-retours entre Bruxelles et Paris, commencent à discuter entre eux. En l'occurrence, M. Hervé de la Martinière discute avec M. Cherki. Cherki qui est le PDG du Seuil. À l'issue de ces discussions, le PDG du Seuil tombe d'accord avec le PDG de la Martinière, Hervé de la Martinière, pour que, discrètement, Claude Cherki rachète des parts de la maison du groupe Le Seuil à ses collègues. En fait, pas rentrer dans l'état du Seuil, mais disons qu'une partie des membres du Seuil étaient propriétaires d'une partie du capital du Seuil. Donc, discrètement, souvent, il rachète des parts, et une fois qu'il a une majorité, il revend Le Seuil à la Martinière, qui achète avec les capitaux de Chanel. Ok? Donc, évidemment, c'est un délit initié, évidemment, il l'opprobre sur lui, mais enfin, il avait fait ça suffisamment bien pour que de toute façon, aujourd'hui, ça soit simplement un retraité riche et heureux. Et que soit créé, donc issu, naissance, si vous voulez, de cette bataille pour l'indépendance éditoriale, un deuxième grand groupe dirigé par le baron Sellière et un groupe sous capitaux Chanel dans lequel il y a la Martinière et le Seuil. Donc en fait, tout se passe pour que systématiquement la mécanique à l'œuvre est une mécanique qui fabrique du gros, qui fabrique du plus gros. Alors vous me direz, et c'est ça que vous disiez, ça se passe exactement comme ça partout. Il n'y a aucune raison pour que le monde de l'édition échappe aux règles. Seulement le monde de l'édition, c'est le monde du livre. Et le monde du livre, en l'occurrence, c'est, je dis le nôtre parce qu'il y a pas mal de gens qui appartiennent dans la salle, si j'ai bien compris, je parle des bibliothécaires en l'occurrence, au même monde que moi, c'est-à-dire au monde du livre. Et qui sont des métiers où la mécanique, la première mécanique, ça s'appelle l'auto-exploitation. Ce sont des métiers d'auto-exploitation. Tout le monde le sait, ça. On peut être libraire, on peut être bibliothécaire, on peut être éditeur, sans que la part d'investissement, la part de croyance soit fondamentale. C'est-à-dire, on fait ça, pas seulement pour le salaire, on fait ça parce que le livre a une croyance dont j'ai reparlé tout à l'heure, les bases. La fonction du livre, c'est pas seulement faire de l'argent, c'est aussi changer le monde, c'est aussi parce que c'est une diffusion d'idées, c'est une diffusion de connaissances, ça a des effets sur le monde, etc. etc. Cette croyance-là est une croyance commune, seulement cette croyance commune qui, nous, a du sens dans nos vies. Ce que j'ai découvert petit à petit, c'est que les plus grands noms de l'édition, en fait, utilisent cette croyance pour eux faire de l'argent. Alors, faire de l'argent avec le livre, c'est toujours une idée qui est toujours en l'air. Non, ça rapporte rien. Enfin, ça rapporte rien. Le baron Sellière, en 4 ans de gestion d'Editis,
à multiplier par 4 sa mise de fonds, qui était quand même 250 000 euros. 250 millions d'euros. Ok. Alors oui, évidemment, vous me reprenez, mais ce sont des chiffres dont je ne sais pas si beaucoup dans la salle ont à faire. Moi, personnellement, je n'ai pas souvent à faire. Donc, je me trompe souvent de 10 à 100 quand ça dépasse ces chiffres-là. Okay. Donc, les 250 millions ont été multipliés par 4. Donc, ça veut dire qu'on peut faire de l'argent dans le livre. Mais pas exactement en faisant des livres. C'est en vendant et en rachetant des maisons d'édition. Mais pour qu'on vende et qu'on rachète des maisons d'édition qui font de l'argent, il a bien fallu qu'avant, il y ait des gens à l'intérieur de ces maisons d'édition qui fassent simplement, eux, des livres. Et eux, ils les font exactement de la manière dont nous les faisons tous et dont tous nous participons à cette chaîne du livre. Voilà le type de contradiction que j'essaie de mettre à jour. Et ensuite, je vais rentrer dans les détails de au moins un ou deux cas. Alors, là, j'ai toujours l'embarras du choix. Alors, j'ai le cas de Gallimard, qui est toujours délicieux, toujours très très intéressant. Le cas d'Actes Sud, qui est mon préféré. Et ensuite, le cas de la diffusion de masse, en l'occurrence par les mécanismes, qui est un petit peu le thème des universités populaires, ce qu'on appelle la diffusion populaire du savoir, portée par le groupe Attaque et ses collections chez Mille et une Nuits. Donc, je vais commencer par Actes Sud parce que c'est mon préféré, si vous voulez bien. La caractéristique principale d'Actes Sud, c'est que ils ont réussi un travail de communication qui est vraiment digne d'éloge, qui est vraiment absolument admirable. Ça, c'est une chose qu'il faut souligner, c'est-à-dire que cette maison d'édition est un véritable succès à l'état d'égard. Et c'est un point sur lequel il faut insister tout le temps. Toute critique qui va être faite d'une structure au niveau de ses modalités d'organisation n'implique absolument en rien la qualité des livres qui sont produits. Je répète, je redis la même chose. Une fois qu'on a constaté que la diffusion en masse des meilleurs livres n'avait aucun effet dans le monde dans lequel on vivait, on est obligé de s'intéresser sur peut-être que c'est parce que la manière de faire ces livres est contradictoire avec le contenu des livres même. Actes Sud. Actes Sud en 30 ans, puisque Actes Sud, les premiers livres paraissent en 1978, en 30 ans devient une maison d'édition qui aujourd'hui, je crois, c'est 18e en chiffre d'affaires au niveau français. C'est un succès qui a très peu d'équivalents. Probablement un des seuls équivalents, ça doit être Odile Jacob, mais c'est un dossier que je connais beaucoup moins bien. Et surtout la différence entre Actes Sud et la plus grande partie des autres maisons qui ont eu de sacrés succès autour, c'est qu'elle l'a construit sur une image. Une image qui est, pour quelqu'un qui en plus travaille et vit à Marseille, une image qui a un poids très très particulier. Alors, la légende d'Actes Sud, c'est que à la fin des années 70, Hubert Nissen, dans une bergerie couverte de lauze, devant des arbres pluricentenaires, une table en pierre massive, entourée d'oliviers, crée sa maison d'édition. C'est comme ça. C'est vraiment une légende qui va être répétée, redite, c'est à peu près en permanence. Vous voyez ce très bel homme, habillé en velours côtelé, on va répéter inlassablement les histoires que lui racontait sa grand-mère belge. Enfin, et quand je dis inlassablement, c'est-à-dire qu'en me documentant, j'ai vu les mêmes histoires au mot près jusqu'à 10 fois. Donc je vous garantis, pour trouver 10 fois la même histoire, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'elle soit partout. Parce que même si j'ai quand même beaucoup consulté pour être absolument sûr de ce que je disais. Donc cette légende-là, je l'ai confrontée à une contre-légende. Et la contre-légende, c'est qu'en fait, la naissance d'Actes Sud, ce n'est pas du tout les lauses, la pierre, ça n'est pas du tout même les premiers succès qui sont un beau ténébreux new-yorkais et une magnifique conteuse russe. Non, la première création, c'est la fusion-acquisition entre la famille Nissen, à gros capital culturel, et M. Capitani et la famille Capitani, à gros capital immobilier. Le plus gros capital immobilier éthérien d'Arles, qui est M. Capitani, qui est aujourd'hui le directeur commercial de la maison d'édition Actes Sud. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est, parce que le cas est un cas d'école, c'est comment est-ce que l'évolution des 30 ans d'Actes Sud est une sorte de démonstration de la manière dont, au nom de la fabrication de livres, au nom de la mise à disposition de livres qui sont, pour beaucoup d'entre eux, extrêmement intéressants,
on réalise plutôt une opération qui est en vérité une opération commerciale et d'enrichissement extrêmement lucratif. Donc, on fait un petit détour qui est sur la communication. Alors, évidemment, au bout de 30 ans, ça devient de plus en plus difficile de raconter inlassablement la même histoire. D'autant plus que le patriarche est mort récemment. Il est mort 3 semaines après la parution de mon livre. J'ai un fantasme abominable. C'est que je suis responsable de sa mort. Bon. Je sais bien que c'est pas vrai, si vous voulez, mais des tas de gens peuvent dire qu'ils ont pu se débarrasser des êtres les plus nuisibles, je dirais, à coups de livre, mais à coups de livre, avec la tranche. Mais qui peut dire qu'il l'a fait avec le texte même? Donc, Humer-Nissen n'est plus là pour raconter les mêmes histoires. Donc les histoires sont de plus en plus difficiles à raconter, mais en même temps, elles ont été tellement racontées depuis longtemps que la presse se fait des relais systématiques. Et dans la presse, particulièrement, Livre Hebdo, qui est probablement, et pour les professionnels ici, je sais qu'il y en a quelques-uns, qui est à la fois un outil indispensable, là, probablement le principal pourvoyeur de propagande de tout ce dont je vais essayer de parler, de tout ce dont je parle ce soir. Alors entre nous, on appelle en fait la Pravda. Si vous voulez, personne n'utilise le terme Livre Hebdo, c'est la Pravda. C'est Pravda Hebdo ou la Pravda de la profession, ce sont selon les moments. La Pravda est capable d'écrire un article qui s'appelle Actes Sud, ceci n'est pas un groupe. C'est intelligent, ce sont des gens compétents, référence à Magritte, c'est très beau, hein, ceci n'est pas un groupe, c'est très beau. Concrètement, Actes Sud aujourd'hui est la 3e maison d'édition en nombre de maisons, entre le 3e groupe en nombre de maisons d'édition achetées. D'accord ? Ils ont aujourd'hui acheté plus de maisons d'édition que Gallimard en 100 ans. Ils en sont à 12, Gallimard qu'à 11. Alors évidemment, les 2 premiers sont 40, 50, etc. Les Editis et Hachette, c'est pléthorique. Mais tout de suite après, il y a Actes Sud. La dernière a été rachetée il y a moins d'1 an. D'accord ? C'était une sorte de gageur. Je me disais, en combien de temps le livre que j'ai écrit va être caduque? En fait, c'est 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il y avait déjà des maisons d'édition qui avaient été rachetées. Donc ça va à une vitesse, c'est vraiment extrêmement impressionnant. J'ai réalisé un petit travail de compilation d'informations avec une entrée donnée qui était fusion, création et acquisition de maisons d'édition depuis 1826. Et j'ai mis en forme ces données avec les dates, à chaque fois, l'apparition de la maison. Donc, quand la maison apparaît et créée, elle est en gras. Quand il y a une opération simple, c'est en roman, c'est-à-dire en normal. Et quand elle est rachetée, c'est en italique. Et il suffit de feuilleter le livre. Et on voit au début, il y a beaucoup de noms en gras. Et quand on arrive les 20 dernières années, et donc les 2 dernières pages, en fait, tout devient en italique. En fait, le nombre de maisons qui sont rachetées devient mais colossal. Il y a des demi-pages entières où les données sont en italique. D'accord ? Et là, vous voyez apparaître qui achète. Alors, évidemment, les plus gros achètent toujours. Le mouvement a été colossal au moment du passage de Vivendi à Editis, et puis Editis qui a été racheté par Planeta, d'accord ? Mais au milieu, l'Actes Sud prend une place importante. On ne va pas rentrer dans le détail, ça sera assez fastidieux, mais le fait est que moins de 10 ans après la création d'Actes Sud, les premières maisons commencent à être achetées. Moins de 6 ans après la création d'Actes Sud, ils ont déjà des bureaux à Paris. 15 ans après la création d'Actes Sud, ils commencent déjà à participer au système des prix littéraires. Le record, c'est en 2009, 39 prix littéraires ont été obtenus par Actes Sud. 39 prix littéraires en une seule année. D'accord ? Donc il faut imaginer à quel point cette maison participe de manière extrêmement précise au système qui est en place. Mais il y participe en fabriquant une image qui est l'image du petit éditeur indépendant installé à la région dans une bergerie, etc. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous ne vendez pas exactement le même type de livre. La manipulation du capital symbolique dans le monde de l'édition, comme dans tous les mondes de la culture, est dominante. Il y a toujours la partie capital financier, mais plus elle est dissimulée, plus elle est enfouie derrière le capital symbolique, mieux marche un type d'édition. On va comparer 2 types d'individus. Alors, feu Humer-Nissen, donc
dont j'ai parlé tout à l'heure, Voulour-Côtelé, Loz, qui a vu des films sur lui, il a un intérieur extraordinaire, des objets précieux, des œuvres d'art, des objets uniques, ça participe de l'image. Vous ne pouvez pas entrer dans Actes Sud sans entrer dans un décorum qui est fait d'objets d'art, d'objets, et puis pas d'art tapageur, donnons-nous bien, plutôt modeste, d'accord, mais extrêmement bien choisi. Voilà. Et vous avez après le fils de Jean-Louis Lagardère, le dernier Lagardère du nom, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent un petit peu le personnage, son mariage récent peut-être, certains d'entre vous, avec un homme modèle d'1,80 m, dont je vous ai parlé des proportions, mais qui sont plutôt assez impressionnantes, d'accord. Il se trouve que M. Lagardère, faisant plutôt lui 1,60 m, si vous voulez, les images où il lui tient la taille qui est à la hauteur de ses épaules sont assez révélatrices, si vous voulez, de ce qu'on appelle l'image d'un vrai nouveau riche. Voilà. C'est-à-dire une caricature de nouveau riche. Un type d'une cinquantaine d'années qui épouse une top modèle absolument scandaleuse d'une vingtaine d'années et qui se montre en public dans des boîtes de nuit. Voilà. Non, ça, c'est une image donnée, mais ce n'est pas l'image de l'édition. En fait, c'est l'image d'un propriétaire d'un grand groupe qui est aussi propriétaire de matraques, qui fait aussi des avions, etc. D'accord. Donc, c'est le grand business. C'est comme... Vous ne pouvez pas faire la même chose quand vous travaillez à l'intérieur du livre, tel qu'est le livre que nous lisons. D'accord. La plus grande partie de la production de Hachette est une production de tout venant. C'est du livre pratique, c'est du livre qui se vend en grand nombre, etc. D'accord. Voilà. C'est une donnée d'ailleurs qu'il faut toujours avoir en tête, et surtout les gens qui appartiennent au monde du livre, qui sont respectueux de cette bienveillance que nous avons et que nous devons aux législateurs, qui est la création d'une loi sur le prix du livre. Mais savez-vous quel est le livre qui s'est le plus vendu en 2010 ? En fait, le premier livre le plus vendu. Alors en général, les gens ils pensent toujours à, par exemple, Indignez-vous, qui effectivement... Non, pas du tout, non. Je ne parle pas de 1-2 millions, je parle de plus que ça. Je parle des gros... En fait, c'est un livre de recettes. Voilà. Le deuxième, c'est un livre de régime. D'accord. Et le troisième, c'est aussi un livre de régime. D'accord. Donc en fait, les livres qui se vendent le plus, et pour lesquels toute l'industrie du livre est construite, en fait, sont des livres qui n'ont rien à voir avec ce que nous appelons les livres. Et ça, c'est les grands groupes qui les font. D'accord. Donc il faudrait presque, ça serait assez intéressant, il faudrait presque couper en deux. Il faudrait presque, d'un côté, on a Lagardère, son... Est-ce qu'on a un rapport, par exemple, entre l'exemple que vous citez et puis le livre de Indignez-vous? Quel est le rapport? On est une petite idée. Je ne me rappelle pas, mais c'est, je crois que Indignez-vous, c'est presque 2 millions, d'accord, ce qui est pas mal, mais c'est au-delà. Je vous avoue que j'ai plus tous les chiffres en tête, mais c'est bien plus, bien plus. Non, c'est... Mais, excusez-moi. Non, je vous en prie, au contraire, d'accord. Alors, il faudrait que j'ai ça, mais il faut savoir qu'à un niveau, on en a parlé, parce que c'est une anomalie, si vous voulez, mais c'est le tout venant de ce type de livre, c'est le tout venant, vraiment. C'est Marc Lévy, il faut imaginer que c'est inimaginable, c'est des millions, d'accord. Des millions la première série, et puis immédiatement en poche, c'est pareil, d'accord. On ne vit pas dans le même monde, d'accord. C'est un autre monde. Okay. Donc voilà. Je vais passer après à un autre exemple, mais je vais finir sur Actes Sud. Donc quand vous avez Actes Sud qui invente cette chose-là, vous avez donc vous avez une structure qui nous vend pour partie une chose qui nous vend, mais qui nous vend aussi une chose qui ne nous vend pas, mais qui existe et qui a peut-être même plus de place à mes yeux que la première. Je vais donner les exemples, après je fais une petite digression en disant, voilà, qu'est-ce qui s'est passé très vite entre 5 et 10 ans dans l'histoire d'Actes Sud. Ils avaient déjà pris des habitudes, si vous voulez, qui sont les leurs ensuite, mais pourquoi ? Parce qu'après, sur place, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Actes Sud est propriétaire du cinéma d'Arles, il est propriétaire du théâtre d'Arles, il est propriétaire d'une salle de spectacle de musique classique à Arles, il a pignon sur rue sur les 2-3 lieux principaux sur lesquels on se passe les principales manifestations culturelles d'Arles. Il co-dirige plus ou moins les rencontres photographiques, il a pignon sur rue dans l'ancien, ce qu'on appelle l'hôpital Van Gogh, qui est l'un des principaux, les plus prestigieux. Il vient de réaliser avec la ville d'Arles
une opération extraordinaire de revalorisation de la friche SNCF, qui est une des plus grosses friches du Sud. C'est-à-dire que, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de co-investissement culturel et financier, à la fois sur un territoire et sur une activité. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avoir créé une maison d'édition, l'avoir valorisé et avoir joué ce jeu-là, ça a immédiatement des effets sur la valorisation du mètre carré de territoire à Arles. Or, qui est le plus gros propriétaire terrain d'Arles? C'est aussi le partant de l'Axe Sud. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de double enrichissement permanent. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que j'en veux aux gens qui s'enrichissent? C'est vrai. Bon, on va pas rentrer tout de suite dans le détail là-dessus, d'accord? Mais je pense et j'espère que si j'ai été invité ici aujourd'hui, j'ai pas besoin de développer longtemps les raisons pour lesquelles je considère que l'enrichissement exagéré d'une partie de nos concitoyens pose des problèmes dans l'organisation du monde social dans lequel nous vivons, voire pose des problèmes, etc. Donc, il se trouve qu'un des moments qui sont les moins importants dans l'évolution d'Actes Sud, c'est quand Actes Sud ouvre son capital non pas seulement à des petits porteurs dont il a fini par se débarrasser assez vite, qui étaient des petites banques, des petites entreprises locales, mais à Flammarion, c'est-à-dire un des 5 plus grands groupes français, qui aujourd'hui est propriétaire de 29 ou 27% d'Actes Sud. Donc, toujours pareil, les grands indépendants qui ne sont pas des groupes sont en fait des groupes qui sont pas si indépendants que ça. Donc, c'est-à-dire, pourquoi nous vendent-ils l'importance de ne pas apparaître comme des groupes et apparaître comme indépendants? Parce qu'en fait, ce sont des valeurs importantes. Donc ça veut dire qu'en fait, ils partagent la vision du monde qu'est la nôtre. Ils partagent la même vision du monde dans laquelle il n'est pas si bien que ça de grossir, il n'est pas si bien que ça d'être riche, il n'est pas si bien que ça d'être propriétaire de groupe. Mais en revanche, derrière, on crée une holding qui s'appelle Actes Sud Participation, dans lequel 25% est propriétaire de Flammarion. Mais qu'est-ce que ça veut dire, propriétaire de Flammarion? Ça veut dire que quand Flammarion est racheté, en l'occurrence par le groupe Rizzoli, plus grand groupe médiatique italien, en fait, ça veut dire que vous commencez non seulement à participer à un haut niveau aux finances internationales, mais vous participez aussi à déstructurer une partie du champ éditorial français. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que, évidemment, quand je disais que tout le débat autour de l'indépendance éditoriale était apparu au début des années 2000, quand il y a eu le danger effectif que risquait de faire peser le rachat par le premier groupe du second. Mais en fait, pour que ça arrive à ce stade-là, il faut bien commencer avant. On ne peut pas arriver à racheter d'un coup 50 maisons si les 50 maisons ne sont pas petit à petit rachetées les unes les autres. Donc, la situation actuelle aujourd'hui est tout à fait intéressante puisque Rizzoli, il y a à peu près un mois maintenant, c'est comme ça que se passent les dépêches. Les dépêches sont toujours extrêmement intéressantes. Dit, le groupe Rizzoli a des problèmes, il pourrait revendre son secteur éditorial français, qui est Flammarion. Immédiatement, Rizzoli dément. Une semaine après, Rizzoli confirme qu'il va vendre son secteur français éditorial, le groupe Flammarion. En bas de la dépêche, Gallimard dément avoir fait une offre. Donc la dépêche suivante, vous la connaissez. Gallimard confirme qu'il serait intéressé pour acheter le groupe Flammarion. Mais les chiffres, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que pour aller vite, il y a à peu près 9 chances sur 10 pour que aujourd'hui Gallimard rachète le Flammarion. Mais ça veut dire quoi si Gallimard rachète le Flammarion? Ça veut dire qu'il achète un grand groupe qui va faire de lui aujourd'hui le 3e plus grand groupe français, mais aussi potentiellement 30% d'Actes Sud, c'est-à-dire aussi une capacité encore plus grossir. En fait, c'est comme des dominos. Quand vous rachetez un tout petit, mais quand vous rachetez déjà un petit qui a déjà lui-même accumulé d'autres petits, vous allez vous accélérer. Ah, voilà. Donc, Gallimard. Gallimard, la caractéristique première, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a une quasi-synonymie entre Gallimard et l'édition française. Et au point même où cette synonymie, je veux dire, est presque inscrite dans les pratiques, si vous voulez. Les 100 ans de Gallimard, qui ont fait l'objet d'une intense campagne de propagande en France pendant toute l'année passée, a été quasiment une année de célébration de l'édition française. On ne pouvait pas faire la différence entre la célébration de Gallimard et la célébration de l'édition française. Juste avant cette manifestation, j'ai eu la chance de faire la connaissance lors d'une conférence d'Éric Vigne. Éric Vigne, qui est
principal directeur de collection de Gallimard. En l'occurrence, il dirige 4 collections et 4 des plus prestigieuses. Il dirige pas la blanche, mais Bibliothèque des idées, Folio et Tel. Donc, les importantes collections de chez Gallimard. Donc, ce monsieur est un monsieur qui est important. C'est un monsieur qui a une histoire qui est liée à l'édition française, qui a une extrême compétence. Donc, quand il parle de la maison d'édition Gallimard, il en parle vraiment comme un employé conséquent. Et son discours est essentiellement construit sur la chose suivante. Il faut bien comprendre qu'en France, il y a une tension entre l'édition indépendante, dont Gallimard est le principal représentant, et le grand groupe, dont Hachette est le principal représentant. Donc, ces démonstrations sont construites sur cette opposition. Donc, opposition qui fait que, en l'occurrence, ce jour-là, il parlait lors d'une rencontre de l'édition indépendante toute petite à Marseille, donc il y avait une trentaine d'éditeurs qui les présentaient ce jour. Il parlait à des jeunes collègues, des confrères qui travaillaient dans des petites maisons d'édition indépendantes, dont Agone. Il nous demandait, effectivement, en quelque sorte, de bien reconnaître que nous appartenions, lui et nous, du même côté de l'opposition. Et donc, je me suis mis à mettre à l'épreuve cette opposition. Donc, d'un côté, il y avait un grand groupe, de l'autre côté, il y avait Gallimard. Le grand groupe a comme caractéristique d'avoir une chaîne de radio, d'avoir des médias, d'avoir une chaîne télé, d'avoir un producteur de cinéma. Et donc, ça a avantagé ce grand groupe par rapport à Gallimard qui n'a rien de tout ça. La première chose qu'on se dit, c'est vraiment gêné Gallimard de ne pas avoir de boîte de production pour pouvoir promouvoir la série Harry Potter. Je n'ai pas l'impression qu'il était particulièrement gêné. Alors, bon. Le fait que Hachette ait le monopole, comme vous savez sans doute, des relais, c'est-à-dire les ventes de presse dans les gares et dans les aéroports et dans les métros, une vieille histoire, ça fait depuis 1836 que cette histoire se perpétue. On pourrait presque résumer, de toute façon, le groupe Hachette, c'est presque l'éditeur du pouvoir. Quand le pouvoir est la République, c'est l'éditeur de la République, quand le pouvoir est l'Empire, c'est l'éditeur de l'Empire, etc. Donc, le fait qu'il ait ce monopole, Erivine disait, bon, il y a un avantage sur nous, c'est certain. Donc, je suis allé voir et comment ça se passait dans les relais. Donc, pendant un an, chaque fois que je prenais le train à la gare Saint-Charles à Marseille, je notais combien d'exemplaires de quel livre se trouvaient en vitrine des relais. Et chaque fois que j'arrivais en général à Paris, au relais de Paris, je comptais combien se trouvaient. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fait mon comptage. Et le résultat, c'est 92% des livres présents en vitrine de relayage sur ces deux gares sont membres des 5 grands groupes français. 8% sont d'accord. Donc, ça veut dire que 350 maisons d'édition qui sont citées. Pardon, je vais trop vite. Je mélange en fait deux données. Donc 92% des livres présents en vitrine sur relâche sont membres de ces 5 grands groupes. Alors évidemment, les groupes ne sont pas présentés également. C'est vrai qu'Hachette est un petit peu plus présent que Gallimard. Mais pas tant que ça. Et Gallimard est le 2e ou 3e plus présent. C'est-à-dire presque autant qu'Albin Michel, plus qu'Albin Michel, presque autant qu'Editis, et plus que le seul à Martinière. D'accord ? Et il y a 7 seulement éditeurs indépendants qui composent les 8% qui restent. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire de quel côté sommes-nous ? On est du côté de Gallimard et des éditeurs indépendants, ou on est plutôt dans une autre frange, qui est en vérité le monde auquel on n'appartient pas, mais en revanche auquel Gallimard appartient. Pareillement, on nous explique que comme le groupe Hachette possède un nombre important de médias, en l'occurrence Paris Match, Elle, etc., Europe 1, il aurait des avantages dans la promotion de ses livres. Donc je suis allé faire un comptage dans les médias français. J'ai pris 10 médias français dans le quotidien, hebdomadaire, mensuel, radio et télévision. D'accord ? Elle, Paris Match, bien sûr, Europe 1 aussi, Le Monde, Le Figaro, la revue Lire, 2 émissions télé qui s'appelaient Le Bateau Livre, c'est ça, et il en manque un, voilà. Donc, et le comptage est le suivant. Sur l'ensemble de ces 10 médias, oui, et 2 émissions aussi France Culture aussi, sur ces 10 médias,
la marque Gallimard, comme maison d'édition, pas comme groupe, est quasiment toujours la plus représentée. Et quand je dis quasiment toujours, ça veut dire qu'elle est toujours ou première ou seconde. Il n'y a aucune marque en tant que marque qui bat Gallimard dans la présence de ces 10 médias, y compris dans les médias qui sont propriétés de Lagardère. Et en tant que groupe, d'accord, c'est-à-dire le groupe achète toutes les maisons d'édition et le groupe Gallimard, en fait, Gallimard arrive même en tant que groupe, en général, premier ou deuxième, rarement troisième. Et de toute façon, toujours avant tous les autres groupes. Donc, conclusion, une fois de plus, où se trouve la barrière? Elle se trouve entre nous, petits éditeurs indépendants, et l'ensemble des grands groupes, ou plutôt du côté de... etc. D'accord. Alors, un chiffre qui est assez intéressant, c'est dans ces 10 médias, sur les milliers de livres que j'ai recensés qui étaient présents dans ces médias, la comparaison qui est intéressante, c'est la présence relative du groupe Gallimard et des 350 éditeurs cités par ailleurs dans ces 10 médias. En fait, il faut 350 éditeurs indépendants non membres d'un grand groupe pour être autant cités que l'ensemble des livres de Gallimard sur l'ensemble de ces 10 médias pendant 1 à 10 ans. Pour vous dire l'état de rapport de domination, qui est colossal. Alors, j'ai malheureusement plus en tête et j'arrive plus à retrouver la donnée, mais il est aussi important d'imaginer à quel point on n'appartient pas au même monde. Je ne sais pas combien dans la salle savent exactement quel est son rang dans les fortunes françaises. Personnellement, je ne connais pas le mien. Mais en revanche, je connais assez bien celui de mes confrères, dont par exemple, Albin Michel, 234e, d'accord, La Martinière, 500e, d'accord, 54e pour Lagardère, et Gallimard qui est quand même dans les 100 premières. Je ne m'en rappelle plus parce qu'en fait ça a bougé, mais voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, c'est ça le monde. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde assez curieux et il est, je crois que cette image-là n'a jamais été sans doute aussi bien résumée que lors de l'Horizon funèbre par Bernard-Henri Lévy de Jean-Luc Lagardère. Il faut imaginer que c'est un moment, c'est un monde de poésie vraiment extraordinaire. Il faut un jour que c'est probablement malheureusement présent dans la bibliothèque. Il ne faut pas acheter cet objet-là qui est l'ensemble des discours et articles de Bernard-Henri Lévy, dont l'Horizon funèbre, il en a fait plusieurs, de M. Lagardère. Donc, c'est un hommage à quelqu'un qui fait des livres et qui fait des avions. D'accord. La première chose, il n'a jamais fait ni des livres ni des avions. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où le propriétaire du capital est le seul qui a un métier, si vous voulez. C'est celui qui fait des livres, celui qui fait des avions. Nous, je ne sais pas ce qu'on fait exactement, si vous voulez, mais c'est eux qui font les livres et les avions. Non, en vérité, c'est nous qui faisons les livres. Mais l'organisation générale du monde de l'édition, pour parler que de ce monde-là, redouble la contradiction qui est celle, comme je disais au début, de la croyance que nous avons des raisons pour lesquelles nous faisons du livre, mais aussi de la privation extrêmement violente des réalités, des métiers qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que les gens du monde du livre donnent leurs compétences et mettent pardon. C'est la fin de la conférence, je commence à être fatigué. Ça doit faire 1 heure, non? Je dois être à peu près... Presque. Je comptais m'arrêter là. Donc, chaque fois que nous mettons nos compétences au service à la fois du métier qui est le nôtre et en même temps de l'enrichissement de la croyance qui est dans les livres, en fait, on permet à des gens, on va dire, de réaliser au contraire, à la fois des fortunes, à la fois d'augmenter leur emprise dans le monde et d'augmenter leur emprise dans le monde dans lequel on vit. Bon, je m'arrête, je commence à être un petit peu fatigué. Je vous laisse poser des questions et si vous voulez, je peux repartir tout seul sur d'autres modules. Voilà, merci. J'avais dit 1 heure, ça va 1 heure? Ouais. Je redis, si vous n'avez pas de questions, le temps de me reposer 1 minute et je recommence.
Alors sur on va dire sur le travail de propagande qui est toujours à l'œuvre, dont je disais tout à l'heure, qui permet à la plus grande partie de ces éditeurs de vendre une chose qui n'est pas exactement celle qu'ils vendent. Je vais vous citer une sorte d'exemple emblématique de la manière dont à la fois ces gens se voient et à la fois dont il est important pour eux qu'on les voit. Donc comme je vous disais, vous vous rappelez la vague de concentration dans l'édition qui a eu lieu au début des années 2000. Donc un certain nombre d'éditeurs sont mobilisés pour résister à cette vague de concentration, et notamment l'un d'eux, derrière le mot d'ordre, qui s'appelle « Liberté ou monopole ». C'était par voie de presse, il a écrit un article « Liberté ou monopole ». En fait, pour lui, il a expliqué ça haut et clair, mais en fait, Hachette, la maison d'édition Hachette, n'incarne rien de moins que la tentation totalitaire. Ce sont des gens qui utilisent des mots qui pèsent, la tentation totalitaire. Hachette, c'est la tentation totalitaire. Et en fait, du coup, pour bien qu'on le comprenne, il fait suivre une liste des dangers encourus. Alors, en danger pour la langue française, danger pour la pédagogie que recevront nos enfants, danger pour les données encyclopédiques, et danger pour la diversité des points de vente, etc., etc., etc. Et comme il veut vraiment convaincre qu'il sait de quoi il parle, en fait, il passe aux aveux. Alors, j'ai passé 15 ans chez Hachette. J'ai quitté ce groupe pour être libre. Et puis accusateur, en fait, il en appelle à ceux qui continuent à travailler chez Hachette. Il dit, vous avez beau affirmer votre indépendance avec force, votre liberté est soumise au contrôleur de gestion, et votre rôle d'éditeur est totalement dépendant d'une logistique qui est de loin la principale rentabilité du groupe Hachette. Puis fraternel, il s'adresse à des confrères importants, et notamment à Claude Durand, qui est l'un des grands éditeurs de chez Hachette, en l'occurrence dans la maison d'édition Fayard. Il dit, Claude Durand, ce grand éditeur qui serait plus à l'aise du côté de la liberté que du côté du monopole. Maintenant, c'est qui a quitté le groupe Hachette pour être libre, pour se battre pour la liberté contre le monopole. En fait, c'est Hervé de la Martinière qui a expliqué ça 2 ans avant de racheter le groupe Le Seuil avec l'argent de Chanel. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est Le Monde qui diffuse cet article-là. D'accord ? C'est le journal Le Monde. C'est-à-dire que le journal Le Monde permet à un éditeur, si vous voulez, de réaliser ce type d'opération qui est vraiment à l'œuvre de manière chronique. Type d'opération qui ne peut pas fonctionner si elle fonctionne toute seule. Donc comment est-ce qu'elle est accompagnée ? Elle est accompagnée par exemple par le travail que mène un auteur comme Hervé Kempf. Alors, j'ai réussi ce soir à très peu parler des gens et surtout assez peu parler des contenus du livre. D'accord ? Là, je vais être obligé de parler un petit peu du contenu du livre, chose qui est obligatoire dans ce cas-là, parce qu'en fait, c'est une démonstration qui permet de voir comment est-ce qu'un auteur peut permettre qu'un éditeur, comme Hervé de la Martinière, explique ce qui est écrit dans la presse et que ça soit pris au sérieux. Hervé Kempf, journaliste au Monde, donc qui a déjà l'habitude de travailler pour des banquiers, écrit une série de textes qui sont plutôt pamphlétaires. Vous vous souvenez peut-être, donc, comment les riches détruisent la planète. Mais comment les riches détruisent la planète est publié donc par Le Seuil, donc par Chanel. C'est-à-dire la famille Wertheimer, qui est l'une des 3 ou 4 plus grandes fortunes de France. Donc on a envie de dire, la famille Wertheimer est bien libérale de permettre à Hervé Kempf de publier de pareilles obscénités. En fait, ils s'en fichent, évidemment, ils s'en fichent. Mais pour nous qui regardons ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre qui attaque la manière dont les riches détruisent la planète, qui a besoin pour être diffusé de ces riches justement dont il explique qu'ils détruisent la planète. Il fait suivre le livre suivant, il fait suivre un livre chez le même éditeur avec le titre suivant qui est Sortez du capitalisme. Publié donc, encore une fois, chez Le Seuil, avec des capitaux de Chanel, etc., etc. Mais dans une collection, qui est une collection dirigée par Jean-Claude Guibaud. Guibaud qui, en 1984, a été le promoteur d'une émission qui s'appelait Vive la crise. Je ne sais pas si les uns et les autres se souviennent de cette émission, mais c'est une émission qui a été l'émission phare de la transformation à la fois du PS et d'une partie de la société française au capitalisme version Parti socialiste. Donc en quelque sorte, entrons dans le capitalisme. Donc
L'auteur du livre Sortez du capitalisme publie son livre dans le groupe Chanel, dans une collection dirigée par quelqu'un qui a été le principal acteur de l'entrée de la France dans le capitalisme modernisé. Alors évidemment, il est dans une certaine mesure relativement honnête, Hervé Kempf. Il appelle ça sortez du capitalisme. Excusez-moi. Sortez du capitalisme. Non pas sortons du capitalisme. Vous, pas lui. Lui, de toute façon, c'est trop tard. Lui, déjà, c'est fini. Alors, pourquoi il fait ça? Il se trouve que Hervé Kempf fait partie des tournées, notamment des tournées des auteurs militants en France. Et évidemment, en général, quand un auteur militant tourne en France, il y a de grandes chances qu'il se retrouve dans un réseau dans lequel les éditions Agon ont déjà plus ou moins partie prenante. Donc on a fini par rencontrer Hervé Kempf, à qui on a demandé, mais l'ensemble des contradictions dont je venais de vous parler. C'est une chose qui ne lui plaît pas. Ce monsieur qui est plutôt un monsieur affable a commencé à s'énerver, il n'était pas content, il ne comprenait pas ce que c'est que ce sectarisme, qu'est-ce que c'est le monde de purisme. Bon, c'est pas du purisme, juste efficacité. Pouvons-nous faire la preuve que nous ne voulons pas d'un monde dans lequel nous avons besoin des grands groupes, il faut bien commencer à faire la preuve qu'on peut s'en passer. Mais il dit, la réponse c'est, j'avais besoin de diffuser au plus grand nombre. Et les petites maisons d'édition ne sont pas capables de le faire. Alors, on va donner quelques chiffres qui sont dans le livre. Je parle assez rarement, évidemment, de l'ensemble d'éditeurs qui fournissent des visions positives du modèle qui est à l'œuvre. Pourquoi? D'abord parce que c'est beaucoup plus ennuyeux de présenter les choses positives que des critiques. Il faut bien avouer, c'est beaucoup plus amusant. Et puis parce qu'en fait, ça va très vite. Il suffit de dire on fait les choses comme ça. Donc on fait les choses comme ça. On a des structures qui sont des structures modestes, qui sont parfois des structures sans capitaux. Les éditions Agon sont une association de 1901. D'accord. Et en même temps, on essaie de faire ce travail-là et on essaie de faire la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être appuyé sur un grand groupe pour pouvoir diffuser, pour pouvoir non seulement éditer des livres importants, des livres qui coûtent cher parfois, mais aussi pour les diffuser en grand nombre. Quand je dis diffuser en grand nombre, c'est, je ne sais pas exactement combien Hervé Kempf vend ses livres, mais il en vend quelques dizaines de milliers. Je ne pense pas qu'il en vende beaucoup plus. Mais quelques dizaines de milliers, c'est ce dont est capable n'importe quelle maison d'édition comme Agon. Notre best-seller, nous, c'est 50 à 60 000 exemplaires, en l'occurrence un ouvrage de Warren Zinn qui s'appelle L'histoire populaire des États-Unis d'Amérique, qui fait 800 pages, d'accord, 60 000 tirages, 60 000 exemplaires. Mais chez les éditeurs équivalents à nous, c'est assez courant. C'est pas tous les jours, mais un livre qui mérite, nous sommes capables de l'éditer et de le diffuser en nombre conséquent. Mais on peut faire plus. La maison d'édition Raison d'agir, créée par Pierre Bourdieu en 1997, a quelques best-sellers de plus de 100 000 exemplaires, et Les Nouveaux Chiens de garde a dépassé 250 000 exemplaires. On a parlé tout à l'heure d'Indignez-vous, qui en est à 2 millions. Mais avant lui, il y avait une petite nouvelle de politique fiction qui s'appelle Matin Brun, par un tout petit éditeur qui fabrique ça, en typographie sur Heidelberg. Ça vous dit quelque chose ou pas? Vous savez, c'est les machines à plat. Là. C'est très belle. L'imprimerie telle qu'on vous la... Telle que vous avez, c'est un machin qui a un gros carré noir en général, avec des machins qui fait à plat, qui fait ça. D'accord. Ça, c'est en général la marque la plus connue, c'est une Heidelberg. D'accord, qui fait de la typo. Donc c'est comme ça qu'il imprime. Donc cet imprimeur typographe installé à Chambon sur Lignon, au plein cœur de la France, d'accord, c'est super, c'est la moitié de l'année sous la neige. Bon, ben, cet éditeur-là a vendu 1,5 million sans jamais passer par des réseaux de diffusion-distribution professionnels. D'accord. Donc c'est possible. Quand un livre a le potentiel, il peut le faire. Donc la question qu'on a envie de renvoyer à Hervé Kempf, c'est peut-être qu'il confond faire connaître des idées aux masses et se faire connaître en masse par les idées. Le cas, quand c'est le cas d'Hervé Kempf, j'ai envie de dire, n'est pas très très grave. Ça n'est quand même qu'un journaliste et on sait ce que vaut cette profession. C'est plus gênant quand par exemple cette idéologie, elle est portée par tout un groupe, comme en l'occurrence le groupe Attac, qui a comme mission non seulement de faire de l'éducation populaire, mais qui est fondé sur l'idée de démontrer la nocivité des multinationales et de la mondialisation. Au moment où se crée une collection liée au groupe Attac, dirigée à l'époque par Bernard Cassen, les premiers livres qui paraissent dans une petite maison d'édition qui s'appelle
l'Esprit Frappeur, une petite collection de petits livres à 2 euros, petit format, qui, après quelques temps d'existence, va être attaqué par Mille et une nuits, propriété du groupe Hachette, pour concurrence sur le format. Ils vont gagner. Donc, ce qu'il faut quand même imaginer, et ça c'est assez intéressant, mais les cas sont fréquents. Alors, évidemment, il s'agit d'Hachette, donc il s'agit de l'affreux Arnaud Lagardère et de ses mariages people, d'accord, mais il n'y a pas très longtemps, le groupe Gallimard a attaqué François Bon parce qu'il a diffusé en numérique 22 exemplaires de la traduction de L'Homme et la mer d'Hemingway. D'accord ? Il faut imaginer que les grands groupes dont on parle ne reculent devant rien et ne laissent rien passer. Rien. 22 exemplaires ont été vendus sur Internet. D'accord ? Donc là, il faut imaginer donc, que c'est l'esprit. Alors, l'esprit frappeur, c'est très difficile à défendre. Hein, c'est même probablement indéfendable. C'est une maison d'édition qui a été créée par Guy Sidbon, qui est un ancien gauchiste bien connu de ceux qui connaissent ce petit monde, essentiellement parce qu'il a promu ça avec le Minitel Rose et les magazines porno. On aimerait pouvoir faire la preuve qu'on peut créer une maison d'édition qui essaye de changer le monde dans le sens qu'on a envie, sans être obligé de financer ni par des magazines porno, ni par le Minitel Rose, ni par l'argent d'Arnaud Lagardère et consorts. N'empêche, au moment où il y a un certain succès de cette petite collection de livres à 2 euros, le groupe Hachette attaque et gagne. En même temps, un éditeur qui vient d'arriver chez Fayard, qui a écrit une collection qui est créée sur la perception que la contestation est à nouveau devenue un marché, va débaucher la petite collection, en l'occurrence dirigée par Bernard Cassen, et il va l'importer chez Mille et une nuits. Donc vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le groupe Attaque, qui est fondé sur l'idée de l'éducation populaire, et notamment sur les méfaits de la mondialisation et du rôle des multinationales, va être édité par la multinationale, par un marchand d'armes, qui vient d'écraser le petit éditeur qui diffusait ses livres. Et évidemment, elle va le faire pendant quelques temps. Au bout d'un moment, Attaque est en perte de vitesse, les bouquins se vendent mieux, le comptable de Mille et une nuits constate qu'il ne vend pas assez, rupture de contrat, il se débarrasse. Mais il y a toujours un petit éditeur qui est là. En l'occurrence, ça va être Sileps, qui va donc reprendre la collection et qui va diffuser une collection qui ne marche pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à la fin de cette histoire, et c'est un des nœuds du modèle, la diffusion de livres contestataires qui ont pour finalité de transformer le monde dans lequel on vit, ne se vendent en grand nombre, mais non, ne renforcent que les grands groupes quand ils marchent, et quand ils ne marchent pas, ils empêchent au contraire le petit éditeur qui est en train de les porter de pouvoir atteindre l'autonomie qu'il aurait atteint s'il avait diffusé ses livres quand il se vendait bien. Donc c'est une double, voire une triple, si vous voulez, peine qu'inflige le type de comportement, comme ce genre de comportement, en l'occurrence de Bernard Cassen, quand il est fait au nom de la diffusion des livres au plus grand nombre. Ce problème, c'est un problème qui devient encore plus concret quand il s'applique par exemple sur le domaine qu'on appelle la grande distribution. Vous avez vu, je peux ne pas m'arrêter, donc je redis, si ça vous va, je continue, on s'arrête quand vous me dites de m'arrêter, d'accord ? Voilà, ok ? Donc ça prend une forme particulière quand on parle de la grande distribution. La grande distribution, tout de suite, au moins, même les gens qui ne lisent pas, savent de quoi, enfin qui ne lisent pas, qui ne sont pas des gros lecteurs, ce qu'on appelle les gros lecteurs, savent de quoi il s'agit. Il s'agit des supermarchés, il s'agit des grands groupes de supermarchés. Il se trouve que même Antoine Gallimard, donc le héros, le grand défenseur de l'édition indépendante, de l'édition de qualité, est bien obligé de constater que le marché du livre augmente du côté de la grande distribution. Donc lui aussi, il faut qu'il y aille. Y aille, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rentre dans un système qui fonctionne de manière complètement différemment du système qu'on connaît, qui est celui de la librairie. Quand je dis complètement différemment, je vais vous donner quelques chiffres. En général, non, je rentre dans les détails, ça va être un peu fastidieux. Tant pis. S'il y en a qui ont la curiosité, je peux développer. C'est toute la mécanique qui fait que
la manière de vendre en librairie est très différente de la manière de vendre en supermarché. En supermarché, on vend en masse, en librairie, on vend en exemplaire unique, donc ça veut dire que c'est des tirages différents, des flux différents, des retours différents, des coûts différents. C'est-à-dire qu'à la limite, pour un éditeur comme Agone, si jamais on les commande en masse d'un supermarché, à la limite, c'est une tuile. Parce qu'on sait que de toute façon, ça va augurer des coûts colossaux en retour, en destruction, en flux, etc. D'accord, pour des ventes qui peuvent être éventuellement supérieures, mais qui sont. Alors, on a envie de dire, pourquoi ne pas, pour vendre 100 000 exemplaires, en détruire 20 000? Parce que c'est ça le prix. D'accord, ce qu'on aimerait plutôt, c'est qu'on puisse en vendre 80 000 sans être obligé d'en détruire 20 000. Et que pour ça, il y a un réseau de libraires indépendants qui fassent leur travail et que ça ne passe pas par les flux des supermarchés. Mais pas seulement pour ça, c'est parce que si on doit, pour vendre en grand nombre, dépendre des supermarchés, ça veut dire qu'on accepte le système des supermarchés. Ça veut dire qu'on accepte ce qui est aujourd'hui, de l'avis de tout observateur à peu près lucide, considéré comme probablement le plus grand dysfonctionnement à tous égards, c'est-à-dire en matière de vente, en matière de production. Alors, les paradoxes dans le domaine du livre apparaissent quand, par exemple, vous avez un auteur qui est un auteur éminemment respectable, M. Jacquiot, Christian Jacquiot, qui publie un livre qui s'appelle Les coulisses de la grande distribution, suivi d'un autre livre qui est sur le commerce équitable. Premier livre publié chez Albin Michel, d'accord, l'un des 4 ou 5 grands groupes français, dont la plus grande partie du chiffre d'affaires, une grande partie du chiffre d'affaires se fait en supermarché. D'accord, et il passe ensuite pour son deuxième livre chez Mille et Une Nuits, propriété du groupe Hachette. Donc lui, là, la plus grande partie du chiffre d'affaires se fait en supermarché. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un va diffuser un livre dans lequel il explique à quel point le système de la grande distribution est un système qui est nuisible à tous égards, et pour ça, il considère qu'il ne peut pas se passer du système de la grande distribution. Donc quelle preuve fait-il? Bon, j'arrête un peu. On trouve un peu plus facilement dans un supermarché que dans une librairie. C'est une remarque très très juste. C'est une remarque très très juste. Elle a été illustrée il y a samedi dernier. Je me demande par rapport à votre propos, quel a été l'effet de la loi Gattegno-Lang qui limite la réduction du prix et qui, de ce fait, avantage les petits libraires. Alors, je ne vois pas l'incidence du côté des éditeurs, mais il me semble que c'est pour la vente en grande distribution, c'est quand même une gêne considérable. Ça, je pense que ça a été un frein, mais je comprends ce que vous voulez dire par la nécessité de pénétrer dans la grande distribution. Mais d'après vous, cette loi a eu un effet positif ou négatif? Non. Alors, un élément positif. En 2 mots, donc très rapidement, c'est une loi qui s'appelle la loi sur le prix unique du livre, dit aussi loi Lang, d'accord, qui interdit qu'un livre soit vendu à un autre prix que celui qui est fixé par l'éditeur. Alors, il y a toujours une marge de 5% qui est une sorte de remise, mais d'accord, mais c'est-à-dire que un supermarché qui s'adresse à un éditeur et qui décide de lui acheter 10 000 exemplaires de son ouvrage ne peut pas le vendre et ne pas vous demander des remises qui sont des remises supérieures à celles que vous demande le libraire moyen qui en achète un. D'accord, donc ça veut dire que vous trouvez, quel que soit le lieu de vente, de livres au même prix partout en France. D'accord, ça c'est la loi. Alors évidemment, cette loi, il est intéressant de voir quels sont les effets quand elle est absente. En l'occurrence aux États-Unis, en Angleterre par exemple. Donc il y a littéralement ce qu'on appelle une disparition de la librairie. C'est-à-dire quand je dis une disparition, c'est que 300 librairies à New York il y a 50 ans, dire 20 aujourd'hui. D'accord, c'est colossal. C'est dans le domaine anglo-saxon et dans le domaine anglo-saxon en général, l'absence de loi sur le prix unique du livre a fait disparaître le tissu de librairie, mais disparaître complètement. D'accord, évidemment, le plus gros acteur aujourd'hui qui est l'acteur dominant, c'est évidemment Amazon, d'accord, qui prend une place colossale, qui sur ce terreau-là de toute façon a fait sa place. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans le monde de la concurrence
à la fois pure et parfaite et particulièrement sauvage, les premiers effets, c'est qu'il y a toujours un plus gros. Donc le prochain, en fait, c'est Walmart, qui est le prochain qui met en danger les plus grands groupes qui avaient déjà eux-mêmes détruit les librairies indépendantes. Aujourd'hui, ils sont en face de Walmart. D'accord ? Qui va pouvoir acheter en plus grand nombre les livres et donc avec des remises, vendus moins cher, etc., etc. Mais le premier effet, et qui est l'effet intéressant, c'est quels livres sont vendus comme ça. C'est-à-dire que non seulement ça a un effet de détruire la librairie, le tissu de librairie, mais ça a aussi un effet de réduire considérablement le nombre de titres qui sont vendus à un chiffre moyen suffisant pour pouvoir vivre le type d'éditeurs qui font des productions diversifiées. Ça a plein d'effets. Donc effectivement, sans la loi langue, de toute façon, qui est quand même une loi qui fait son chemin. Par exemple, la Suisse actuellement est en train d'essayer de... Donc, il y a une bataille en Suisse pour installer la loi sur le prix unique, actuellement. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une loi qui est repérée par les professionnels et qui est, c'est le début. Si vous ne l'avez pas, c'est même pas la peine de commencer une bataille. Si vous l'avez, on peut commencer une bataille. D'accord ? Mais dans un monde sans le prix unique du livre, il n'y a aucune bataille possible. C'est pas la peine. Mais on comprend bien que la distribution a un rôle de massification et à partir de ce moment-là, ça écrète les petits, ça les fait disparaître. Toute concentration capitaliste a cet effet. Mais ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on a cette donnée-là, c'est comment est-ce que les auteurs qui nous expliquent ça, ils participent. C'est ça qui est intéressant. Ils ont besoin eux-mêmes Pourquoi de faire partie de cette massification pour en profiter. Voilà. Mais pourquoi c'est inévitable ? C'est un mot terrible, inévitable. Si l'on n'a que la duplicité comme arme, je propose de l'utiliser. L'argent n'a pas d'odeur, profitons-en, soyons plus emmerdants que les autres. C'est un peu... Ça y est, il y a un peu... je ne trouve pas un mot. C'est un peu mesquin. Mais pourquoi pas ? Pourquoi ? Parce qu'on perd. Je crois que c'est une formule qui est une formule asiatique. C'est qui combat le dragon. Son premier risque, c'est de ressembler à un dragon. Oui. Voilà. Donc, les preuves qu'on essaye, la preuve qu'on essaie de diffuser, qu'on essaie de faire, c'est que ça n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut rester. Alors, il faut la faire à tous les niveaux. J'ai commencé à vous expliquer que le livre sur lequel je travaille actuellement est un livre sur le marché du bio et sur la bio. À l'intérieur, l'intégralité des auteurs qui citent les exemples citent toujours les mêmes exemples. C'est-à-dire il n'est pas nécessaire d'avoir une multinationale des semenciers pour pouvoir être efficace. Il n'est pas nécessaire d'avoir... Je crois qu'il y a 4 semenciers dans le monde qui se partagent 4 semenciers, producteurs de semences dans le monde, il y en a 4. Quoi. Je vous rappelle, je crois qu'il y a 5 groupes de grande distribution en France qui se partagent l'intégralité du marché de grande distribution. Et ce sont des systèmes globaux. Alors évidemment, on quitte le domaine du livre, mais délibérément, il faut bien comprendre que la logique, c'est une logique de démonstration que ce qui nous semble être inéluctable ne l'est pas. Ce sont des choix de tous les jours que nous faisons nous tous les jours dans nos métiers, tous les jours. Et évidemment, la difficulté, c'est faire la preuve que ça marche, faire la preuve que c'est possible. Mais tous les exemples que j'ai donnés de petites structures qui font la preuve que c'est possible montrent que ça n'est pas nécessaire. Il y a une dizaine de jours, dans un petit salon éditorial, j'ai eu la chance de présenter le site des conférences et de les ouvrir avec un éditeur qui s'appelle Michel Valenzi, les éditions de l'Éclat, qui est un petit éditeur comme on dit, et qui a c'était des institutions qui nous recevaient, c'était le conseil régional, le conseil général, la ville de Marseille. Et Michel Valenzi leur a expliqué que plutôt que d'appeler
d'en appeler à l'indépendance éditoriale, à l'autonomie, d'en appeler à la liberté d'éditer, peut-être qu'on devrait tous assumer qu'il y a deux types d'éditeurs. Il y a des éditeurs riches et des éditeurs pauvres. Et que si on devait faire des assises, on devrait peut-être faire des assises de l'édition pauvre. Avec un sens de la provocation que j'ai trouvé absolument délicieux, mais qui avait l'avantage de mettre les pieds dans le plat, et notamment dans le rapport à l'argent. Pourquoi est-ce que la plus grande partie des groupes qui font justement, d'une manière générale, les livres tels qu'on n'a pas envie de les faire, sont aussi des gens qui s'enrichissent? Et pourquoi les gens qui font les livres, qui nous semblent importants, ont tendance à ne pas s'enrichir? Peut-être qu'il y a une forme de convergence entre une manière de faire les choses, un type de propos et un rapport à l'argent. Tout ça pour essayer de vous dire à quel point, non, je ne sais pas si l'argent a une odeur ou pas, j'en sais rien, mais penser à faire nos métiers en pensant à l'argent que ça va nous rapporter est la première erreur qu'on commet. Et pour l'objet final, hein, c'est-à-dire que pour donner un ordre d'idée de jusqu'où peut aller une maison d'édition comme Agone dans le rapport aux institutions, à la presse, aux librairies, etc. Il y a un corps de métier que nous n'avons pas dans la maison d'édition. On appelle ça un attaché de presse. Nous n'avons pas d'attaché de presse. Nous avons un attaché de librairie, d'accord, qui d'ailleurs, qui est Sandra Barthélémy, qui est la personne grâce à laquelle je suis devant vous ce soir, qui s'occupe de relations avec des partenaires extérieurs, c'est pas la question, mais pas la presse. Pourquoi? Parce qu'en fait, la presse est le premier acteur de massification. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on fait tout pour ne pas vendre. Non, on fait tout pour vendre, mais la vente et la vente en nombre est une conséquence du travail en amont. Ce n'est pas une fin. On ne fait jamais un livre pour un journaliste. On ne fait jamais un livre en fonction des effets attendus dans la presse. On ne fait jamais un livre en fonction, on va dire, de l'espérance qu'on a ou qu'un supermarché, etc. va le vendre. Ça va très très loin, ça. Ça va très très loin, ça, cette logique-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en vend pas parfois. Je veux dire, on a la chance d'avoir, et heureusement, sinon je ne serais pas là pour vous parler ce soir, des succès qui sont des succès bien supérieurs à certains de nos confrères qui font des calculs au contraire de cette sorte-là. L'ensemble des valeurs qu'on remet à l'œuvre sont des valeurs qui sont des valeurs surannées. Le métier, par exemple, des valeurs de métier, quelque chose aussi élémentaire que celle-là. Et je redis, c'est faire la preuve que ça n'est pas nécessaire. Faire la preuve qu'on n'a pas besoin de ces capitaux-là. Il y a un autre outil dont on n'a pas parlé, c'est l'outil Internet. Je pense à ce qui se passe dans la musique, où il y a des groupes qui apparaissent sur Internet et qui s'étendent par le bouche à oreille, mais sûrement il y a là des pistes à exploiter, à explorer. Sinon, Internet, l'édition appartiendra de la même façon, l'édition numérique appartiendra aux grands groupes, alors que c'est un espace de liberté. C'est peut-être le plus grand dommage qui est en train de se préparer. Bien sûr, mais une fois de plus, les enjeux sont simples. Alors, je vais commencer par juste un petit bilan. Quel est le groupe éditorial ou la maison d'édition qui a installé pour la première fois une usine dans ses locaux de ce qu'on appelle l'impression à la demande, c'est-à-dire c'est la vente d'un exemplaire unique par Internet d'exemplaires fabriqués ad hoc? C'est Hachette. Quel est le premier groupe qui a installé les premiers partenariats avec Google? C'est Hachette. Quel est le premier groupe qui a installé les partenariats avec Amazon et les plus juteux? C'est Hachette. Quel est le principal partenaire de l'État dans la numérisation? C'est Hachette. Donc ça veut dire que cet espace de liberté, alors quand je dis que c'est le principal, il faut savoir que Gallimard a déjà préparé 22 000 titres à mettre en ligne, 22 000 titres qui sont en grande partie payés par l'État, infirmièrement séparés, etc. C'est-à-dire que l'État est à la fois celui qui va mettre à disposition ces livres au format numérique et qui en même temps va renforcer les principaux acteurs qui sont déjà à l'œuvre dans le livre papier. Donc c'est-à-dire que la tension est toujours la même, à l'œuvre elle est toujours la même, c'est-à-dire que
Bon, toujours la même. Voilà, Est-ce que vous sentez vraiment une volonté délibérée, une sorte de complot pour faire disparaître les éditions d'Elkagone ou pas? Alors, non. Toute approche, qui est une approche en termes de système, en termes d'analyse sociologique, est une approche qui permet d'éviter des termes de complot. Je pense franchement que ces gens ne savent même pas qu'on existe. Ils ne savent même pas qu'on existe. Je veux dire. Alors, peut-être un petit peu à force quand même depuis 20 ans, je veux dire, mais c'est même pas la question. Alors peut-être, alors Actes Sud, depuis quelque temps, sait qu'on existe. D'accord. Oui, ça, je peux même vous raconter une anecdote comme ça. Cela, oui. D'accord. Est-ce qu'ils vont essayer de nous détruire? J'en sais rien. Je pense pas. De toute façon, je pense qu'ils n'ont pas les moyens. D'accord. Mais juste une anecdote avant de répondre vraiment à votre question. J'ai appris récemment que dans les locaux d'Actes Sud, le chapitre de mon livre qui concerne Actes Sud est photocopié, a été distribué à une partie des employés qui sont en train de chercher qui a donné les informations qui sont contenues dans le livre. Donc ils font des séries d'enquêtes, ils ont convoqué un certain nombre de partenaires, notamment des éditeurs qui ont été rachetés, pour essayer de chercher qui a... Non mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment personne n'a rien donné. Je veux dire, tout est public. Je veux dire, il suffit d'ouvrir le livre, tout est donné en notes, mais il semble qu'à leurs yeux, si vous voulez, c'est trop précis. C'est précis comme les données. L'ensemble des données de toutes les entreprises, comme vous le savez, sont achetables. Il faut juste les acheter. Les comptabilités sont publiques, donc les comptes rendus de réunions sont publics, je les ai achetés. Les analyses, les structures des holdings sont publiques. Alors tout n'est pas public, mais l'inquiétude, elle est que, en fait, on sache que ces gens sont riches. Ça a été dit comme ça. Hein. L'angoisse, c'est qu'on sache dans le monde de l'édition qu'en fait, ce sont des gens qui sont riches. En fait, c'est pas vraiment votre problème, ni ceux qui lisent des publications d'Acon, quand même. Il y a des riches. Ce qui est important, c'est quand même le contenu, alors que les... Est-ce que la deuxième chose qui est importante, c'est aussi le lecteur, non? Parce que est-ce que si Gallimard ou Hachette publient vos bouquins, est-ce qu'il y aura pour autant plus de lecteurs Très juste. Mais je vais répondre à cette deuxième question. Mais la première d'abord, pour finir. Donc, non, ils n'ont pas besoin de se réunir, ils n'ont pas besoin de réfléchir à la manière de nuire au type de maison d'édition dont on est. Il suffit qu'ils continuent à faire ce qu'ils font de la manière qu'ils le font. C'est tout. Ils n'ont pas besoin de penser à nous, si vous voulez. Il suffit qu'ils continuent à mettre en place, par exemple, un système de valorisation de la massification via les médias et de la vente en grand nombre de livres, d'accord, pour que forcément ça fragilise les librairies qui sont les lieux dans lesquels il y a au contraire une diversité de plus en plus grande de livres qui sont présents. Il suffit de mettre en place les conditions qui favorisent leur fonctionnement, qui favorisent leur enrichissement. D'accord ? Ça suffit. Le problème qui se pose à nous, c'est quand des auteurs, d'accord, ou des lecteurs derrière, mais le lecteur c'est le dernier de la chaîne en l'occurrence de production du livre. Alors, évidemment, je ne reprocherai jamais à personne d'acheter un bon livre publié par Fayard. J'en ai même chez moi. Pour commencer, je veux dire, comme vous dites, la question du contenu est très importante. Je redis, elle est très importante parce que c'est comme ça qu'on apprend des choses. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi peu efficace? Je redis ce que j'ai dit au début. Parce qu'en fait, la manière dont les meilleurs livres... Alors, je vais vous donner un exemple très simple. D'accord? Donc, on va rentrer dans le détail de comment ça marche. D'accord? L'édition, pour que vous puissiez trouver un livre dans une librairie, il faut que le libraire l'ait commandé. En général, il l'a commandé à une structure qui s'appelle la diffusion. C'est-à-dire que ce sont des représentants qui font une tournée dans les diverses librairies de France. D'accord? Et ça s'appelle une boîte de diffusion. Une boîte de diffusion qui a un contrat avec un éditeur, qui lui a donc fourni des informations de livres à paraître, que le représentant va présenter en librairie, que le libraire va commander, et il y a une autre entreprise qui s'appelle une distribution qui va recevoir les stocks de livres de l'éditeur, en même temps que les commandes des libraires, et qui va livrer les libraires dans les commandes qui ont été passées. En général, il y a de 4 à 6 mois entre le moment où l'éditeur
commence à annoncer dans la chaîne les informations au libraire qui va savoir que 3-4 mois plus tard, le livre va arriver chez le distributeur et qu'il va le commander. D'accord ? Donc, cette mécanique-là, en général, demande qu'il y ait un minimum de concentration, c'est-à-dire un diffuseur ne vend pas que les livres d'un seul éditeur. En général, il regroupe plusieurs éditeurs. D'accord ? Donc, il a un catalogue, il a l'ensemble des livres. Donc, au moment où le diffuseur, en général, qui est aussi propriété des grands groupes, c'est-à-dire que Gallimard est propriétaire de son grand groupe de diffusion, Hachette est propriétaire de son grand groupe de diffusion, etc. Chacun des 5 grands groupes dont on parle depuis le début ont aussi leur grand groupe de diffusion qui vont diffuser divers petits éditeurs, moyens et gros qui sont avec eux. D'accord ? Au moment où il se retrouve devant le libraire, il a donc son catalogue de titres. Admettons qu'il ait uniquement que des livres de recettes, qu'il ait que des marques Lévy, qu'il ait que des disons-le pour des mauvais livres, d'accord ? Entre guillemets, excusez-moi de la formule. D'accord ? Que des livres dont franchement vous ne voudriez pas chez vous même pour caler vos meubles. Okay ? Bon, ben aussi où il va aller uniquement dans les supermarchés, il va aller dans les grandes surfaces, il va aller dans endroits où grosso modo il va vendre, mais ça ne va gêner personne. Si vous voulez, tout le monde saura que dans cet endroit-là, il y aura ce type de livre, c'est pas grave, d'accord ? Et surtout, il ne pourra pas rentrer dans des librairies où, en revanche, si vous voulez, dans la place étroite qu'il est leur, il y a le type de livres qui sont les nôtres qui essayent de trouver une petite place. Mais comment il rentre ? Il rentre pourquoi ? Parce que il y a aussi des bons livres à placer. D'accord ? Alors, pour vous donner, c'est les exemples que j'ai en tête, c'est dans le même catalogue, alors j'essaie de mémoire, je ne vais pas me tromper, il me semble bien que l'un des meilleurs ouvrages sur les OGM, d'accord, par un certain auteur qui s'appelle Gilles-Éric Serralini, était le même mois, dans le même catalogue, qu'un livre qui s'appelait Comment avoir du succès à la télévision en étant breton, petit avec des grandes oreilles. Okay. Livre de Gilles Das, qui est un présentateur télé, je ne vois pas. Okay. Donc, le même diffuseur-distributeur, il a tout ça dans ses caisses. Il y a d'autres exemples. Hein. Vous avez dans le même mois où il y avait un ouvrage extrêmement sérieux d'un historien du Collège de France, je ne me rappelle plus le nom, sur les années noires de la France dans 1945, était vendu avec, chez le même éditeur, pas dans le même groupe, le même éditeur, l'ouvrage de Zemmour sur la mélancolie française. D'accord ? Et tout ça, c'est tout le temps ça. Dès que vous rentrez dans ces groupes-là, vous avez alors les cas sont assez connus, ils sont des cas de rachat et vente, mais quand le Rocher, qui est une maison d'édition qui était installée à Monaco, rachète le Serpent à plumes, le Rocher, qui est l'éditeur de Brigitte Bardot et de Orena Falacci, qui sont les 2 bouquins les plus ouvertement racistes, se retrouve dans leur catalogue avec une partie de la fine fleur de l'édition de gauche et humaniste, qui vont d'ailleurs leur intenter un procès à ce moment-là, parce qu'ils ne voulaient pas être dans le même catalogue. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui sont perceptibles quand vous rentrez en détail, quand vous regardez. D'accord ? De la même manière, si vous voulez, le livre de la Confédération paysanne, avec des auteurs dedans, qui sont des auteurs, bon, vous imaginez ce que c'est, est publié chez Mille et une Nuits, chez Hachette. D'accord ? C'est-à-dire par le principal acteur qui est le plus proche de la production agroalimentaire contre lesquels la Confédération paysanne travaille. Ça veut dire que, vous voyez ce type de mélange, quand tout ça se retrouve dans le monde de la librairie, très concrètement, c'est un mode d'entrée, et un mode d'entrée sur un espace qui est extrêmement concurrentiel. Il faut imaginer, la librairie, je vous donne une image qui est très simple. La librairie française, c'est cette table-là. D'accord ? Ça, c'est le nombre de mètres carrés disponibles en France pour les livres. D'accord ? Faites une projection. À votre avis, quelle est la place pour le livre d'Agone ? Elle est toute petite, d'accord ? C'est vraiment un tout petit coin, d'accord ? C'est la place de mon doigt, c'est la place qu'on nous laisse. Ok ? Le boulot des gros, c'est simple, c'est produire le plus vite possible, le plus grand nombre de livres possible, qui vont se chasser d'abord les uns les autres, mais y compris les nôtres, pour qu'il y ait sur cette table le moins de place possible des autres. Mais vous avez remarqué qu'ils n'ont pas besoin ils pensent pas à nous à proprement parler, ils n'ont pas besoin de penser à nous. Ils ont juste besoin de penser à leur manière de faire, eux, leur commerce et les livres, pour que nous n'ayons pas de place sur la toute petite place sur cette table-là. D'accord ?
avec comme aussi issue, qui est une issue extrêmement intéressante, c'est que pour le moment, ils ont encore besoin des librairies pour vendre leurs livres. Mais c'est pas avec ça qu'ils font du chiffre d'affaires. C'est une sorte d'équilibre qui est un équilibre très très compliqué. Alors on va rentrer dans un juste je continue, encore 5 minutes. Vous me dites. En fait, je bois beaucoup quand je parle. Donc, dernier exemple, après on arrête. D'accord, ça va? Donc, l'exemple qu'on peut donner, c'est celui de la. Prenons un livre qui concerne les problèmes de gentrification de centre-ville. D'accord? Ce qu'on appelle gentrification, c'est l'embourgeoisement, c'est-à-dire une mécanique qui est quand même à l'œuvre depuis pas mal de temps, notamment dans les centres-villes populaires. D'accord? Une mécanique qui est de réappropriation, en général dite revalorisation, etc., et qui consiste essentiellement à virer les pauvres et à les remplacer par les riches, pour aller vite. Qui correspond aussi à des mécaniques générales de compétition des villes, c'est-à-dire que des mécaniques, parce que les villes sont aussi des machines à attirer les investisseurs. Donc pour attirer les investisseurs, il faut qu'il y ait à la fois une offre culturelle et une offre économique. Donc l'offre culturelle, elle est en général créée par des centres-villes attractifs. Donc, imaginez un livre publié par un éditeur sur les problèmes que pose la gentrification. Livre qui est publié par une multinationale. Multinationale qui en général est, si ce n'est directement, au moins liée avec les entreprises qui participent à la gentrification. Donc qu'est-ce qui se passe? D'un côté, l'éditeur produit un texte qui essaye de sensibiliser à un problème qui est un problème social et économique. De l'autre côté, l'acteur économique qui est directement l'éditeur œuvre à transformer le monde dans le sens inverse du livre. Donc, le premier résultat, c'est qu'il fait augmenter le prix de mètre carré de centre-ville et qui chasse automatiquement les commerces qui sont des commerces à valeur ajoutée faible. Et parmi les commerces à valeur ajoutée faible, la librairie. Donc les librairies vont disparaître. Donc vous avez une sorte d'effet. L'exemple est vraiment caricatural et grossier, mais vous avez une sorte d'effet de contradiction qui est à l'œuvre. Voilà, c'est ce type d'exemple que j'essaie de mettre à jour, si vous voulez, et pour montrer comment, et ça, je vais finir là-dessus, nous avons tous, chacun de nous, on va dire, un minima, autour de nous, les moyens de pouvoir toucher du doigt, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir agir. Chez la plupart d'entre nous, on a des petits moyens, mais on les a ces moyens. Quand on comprend comment la mécanique est à l'œuvre, alors maintenant, plus notre rôle est important dans à divers moments du rouage, plus ça fonctionne. Plus notre action peut être grande, mais même tous les jours, on a une petite. Voilà. Je suis épuisé, je vais arrêter là. D'accord? Merci à toutes et à tous. Merci. Ça va?